Afin d'évaluer la qualité des VAR, nous avons utilisé deux jeux de données. Le premier est issu de notre base de données utilisée dans la section précédente, en reprenant la VAR de fin d'année. Le deuxième reprend plusieurs années de VAR journalières des 5 plus grandes banques commerciales mondiales. Les deux nous permettent de tester si les modèles arrivent au bon nombre d'exceptions sur une année donnée, mais seul le deuxième nous permet de tester la capacité d'une VAR journalière à prévoir la volatilité des revenus du trading du jour suivant. L'hypothèse nulle est que pour une VAR à un niveau de confiance de 99%, nous devons avoir un nombre d'exceptions de 1%. L'idée de la formule de Kupiec que nous allons utiliser est que si le nombre de prévisions de VAR est suffisamment grand, alors le rapport entre le nombre de violations lorsque le rendement a dépassé la VAR et le nombre de prévisions de VAR tend vers le taux de couverture. Si le processus théorique de violation en fonction du niveau de confiance est indépendant et identiquement distribué, alors le nombre total de violations suit une loi binomiale. La première partie de la formule que nous avons sur la slide. Avec n qui est le nombre total de violations, t le nombre de prévisions de VAR et p le taux de violation théorique, le taux de couverture. Avec t suffisamment grand, nous pouvons approximer cette loi par une loi normale, telle que z est égale à la formule que nous voyons ensuite sur le slide. On retire en fait l'espérance à n, l'espérance qui est pt, et on divise par l'écart type qui est donné par la formule racine carrée de p fois 1 moins pt fois t. De cette sorte, l'hypothèse nulle peut être testée. La formule que nous avons utilisée ici est le likelihood ratio de Kupiec, connu sous le test de couverture inconditionnelle. C'est la dernière partie du slide de la formule reprise en bas. Où p est égal à 0,01, qui est notre taux d'exception attendu, P chapeau est le taux d'exception observé, X est le nombre total d'exceptions et T est le nombre total d'observations. LR suit une loi qui carré avec 1 degré de liberté. Le principe sous-jacent est identique et c'est la même hypothèse nulle que nous testons. Ce test est identique au précédent parce qu'une variable qui carré est le carré d'une variable normale. Nous observons un faible niveau d'exception observée. Et, de fait, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle à un niveau de significativité de 5% pour toutes les années, sauf pour 1998. Au fil du temps, nous n'observons aucune réduction dans l'exagération des VAR, ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas non plus d'amélioration dans la qualité des VAR. Pour notre deuxième test, nous avons choisi 5 banques de 5 pays différents et sur une période allant de 2001 à 2004. Parmi elles, seule la Banque du Canada fournit les revenus hypothétiques basés sur l'allocation du portefeuille du jour précédent. Les autres fournissent les revenus réels, qui sont influencés par les mouvements du jour. De plus, aucune des banques ne signale si les revenus renseignés sont influencés par les frais de gestion et les commissions. Ces éléments peuvent donc amener à une certaine distorsion dans nos conclusions. La lecture des graphiques nous permet de voir que les VAR sont fortement autocorrélés, ce qui confirme qu'il y a une certaine inertie par rapport à la réalité court terme du marché. Comme nous le constatons, les revenus de trading diffèrent fortement d'une institution à l'autre et sont hautement volatiles, avec de grandes pertes et de grands profits. Enfin, et comme nous l'avions signalé précédemment, le nombre d'exceptions observées ne correspond pas au nombre d'exceptions attendues, sauf pour le Crédit Suisse. Afin d'aller plus loin dans l'analyse de l'utilité des VAR déclarés, nous avons procédé à une analyse dans laquelle nous avons testé la capacité des VAR à prévoir la volatilité future via un in-sample test. De manière intuitive, la VAR est positivement liée à la volatilité future. Sous certaines hypothèses, sur la distribution des revenus de trading, notamment une distribution normale de ceux-ci, la relation entre la VAR et le revenu devrait être linéaire. En regardant les graphiques que nous avons présentés précédemment, les VAR et rendements, les VAR ne semblent pas être fortement impactés par des mouvements de court terme. Afin de pouvoir comparer ces VAR à un benchmark, nous avons estimé un simple modèle Garch et ensuite un modèle Garch augmenté, que nous appellerons X-Garch, qui inclut la VAR comme un déterminant de la variance conditionnelle. Dans cette méthode, la variable étudiée a une représentation qui suit la forme, le rendement, qui est égal à une constante plus un terme aléatoire. Le terme aléatoire, epsilon, correspond, lui, à z, qui est un bruit blanc faible dont l'espérance est égale à 0, et la racine carrée de ht plus 1, qui représente la variance. En imposant 0 comme valeur à gamma dans la dernière partie de formule que nous voyons sur le slide, nous avons la formule pour notre modèle de Garch simple.
Avec la méthode Garch, nous retrouvons les coefficients oméga, alpha et bêta, ce qui nous permet alors de calculer la VAR. Nous nous devons de préciser que la méthode Garch que nous utilisons diffère de la méthode utilisée par les banques. En effet, les banques possèdent les informations pour calculer les rendements historiques des actifs avec la répartition actuelle du portefeuille. Nous devons utiliser la répartition historique. Cela a de l'importance dès le moment où la répartition est susceptible de fortement varier d'un jour à l'autre. Notre modèle X-Garch vise donc à réduire cette asymétrie d'information. Entre les deux modèles, nous constatons qu'incorporer ou non les VAR dans le modèle n'apporte pas plus de précision pour les banques qui utilisent l'Historical Simulation. Les valeurs du paramètre gamma sont toutes insignifiantes. Par contre, pour la Deutsche Bank, qui utilise une méthode paramétrique, ce paramètre devient significatif à un niveau de confiance de 1%. On observe donc bien une déconnexion de l'Historical Simulation sur les volatilités futures. Nous avons aussi utilisé la régression de Mincer et Zarnowitz pour évaluer la performance des prévisions dans un test out of sample. Ici, RT plus 1 est le revenu de trading au jour T plus 1, et VAR T plus 1 connaissant T est la projection de la VAR calculée en T sur T plus 1. De nouveau, pour comparer à un benchmark, nous avons estimé un modèle Garch simple. C'est la deuxième partie de formule. Nous avons ensuite compilé les deux afin d'inclure les projections du modèle Garch à l'équation de Mincer et Zarnowitz. Si le modèle Garch est correct, la valeur de C sera alors égale à 1. Si le modèle VAR est correct, la valeur de B sera positive. Nous ne pouvons toutefois pas donner une ampleur à cette valeur. Lorsque nous prenons le modèle en incluant uniquement les VAR, le coefficient bêta est non significatif. Contrairement aux hypothèses de base, nous ne trouvons donc pas de corrélation entre les VAR et les volatilités futures. Avec le modèle incluant le Garch, le numéro 2 sur le graphique, nous avons des coefficients significatifs et positifs pour 3 bandes. En incluant les deux, nous voyons que la valeur des coefficients est atténuée, ce qui suggère qu'ils sont complémentaires. Nous pouvons donc conclure pour ce test que, contrairement aux estimations Garch, les VAR ne prévoient pas les volatilités futures. Par contre, nous ne pouvons pas encore affirmer que la méthode utilisée par la Deutsche Bank est supérieure aux autres. En conclusion, dans la plupart des pays, les banques commerciales sont réglementairement tenues de rendre public un certain nombre d'informations à propos de leurs risques de trading et la VAR est le choix le plus populaire. Nous avons d'abord constaté une augmentation dans la quantité d'informations fournies par les banques au cours de ces 10 dernières années. Nous avons également constaté que l'historical simulation est la méthode la plus utilisée. Lors de notre deuxième section, nous avons trouvé que les VAR sont excessivement conservatrices et que leur qualité ne s'est pas améliorée dans le temps. Nous avons également regardé comment la VAR pouvait prévoir la volatilité future. Au travers des différentes approches économétriques, nous avons utilisé toutes ont montré que l'historical simulation n'aide que peu à prévoir la volatilité future. Même en prenant les VAR sous un modèle Garch, nous en arrivons aux mêmes conclusions. Par contre, la seule banque pour laquelle nous avons trouvé quelques preuves que la VAR aide à prévoir la volatilité future est celle n'utilisant pas l'historical simulation. Bien qu'il y ait une croyance commune que plus d'informations est préférable, les investisseurs et d'autres utilisateurs des informations des VAR sont soucieux de la précision. Après les pauvres performances des VAR mises en avant dans notre étude, il est opportun de se poser la question si le capital minimum réglementaire pour les charges de risque de marché doit se baser sur un modèle interne à la banque. Alors au niveau des critiques, la construction de l'indice a été bien pensée dans son ensemble. Avoir un poids identique pour toutes les caractéristiques ne pose pas de problème. Les auteurs ont d'ailleurs réalisé un test avec des poids statistiques distincts, et celui-ci a révélé une très forte corrélation entre les deux indices, à plus de 95%, confirmant que l'utilisation d'un poids identique n'allait pas affaiblir les conclusions. Par contre, le critère d'information autour de la VAR en T-1 n'est pas très explicite et semble plus subjectif. Quel type d'information entre 200 critères? Quel niveau de détail doit être fourni? Cela, nous ne savons pas.
La période prise en compte est assez large pour les données journalières, sauf pour la partie de l'étude internationale, où seule l'année 2005 est prise en compte. C'est peut-être un peu court. Il serait également intéressant de voir cette étude sur le complément de période jusqu'à maintenant, et voir si la VAR était également exagérée pendant la crise, ou si la crise a incité à plus de transparence et de qualité de l'information publiée. Pour l'étude internationale, on pourrait se demander si la nature de la source utilisée est suffisante et pertinente, et si toutefois elle n'induit aucun biais dans toute forme de traitement de données que pourrait opérer ce fournisseur unique. Comme pour les banques américaines, les auteurs auraient pu faire référence au site même des banques ou utiliser les mêmes sources à travers tous les échantillons. L'utilisation des actifs totaux dans la construction des échantillons ne permet pas a priori d'avoir un échantillon homogène en termes de risque de marché. Il aurait été plus pertinent de construire les échantillons sur base de critères directement liés aux activités de marché des banques, tels que la taille du portefeuille de trading, les revenus de trading, etc., afin d'avoir une comparaison plus juste entre les indices des différentes banques. Le fait de ne pas savoir si les revenus utilisés sont avec ou sans commission peut avoir une influence sur les conclusions. L'hypothèse avec laquelle est traité l'article repose sur une distribution normale 0,1. Avec des commissions et frais, cette hypothèse ne tient peut-être plus. Les auteurs ont d'ailleurs précisé que cela pouvait être problématique pour leurs conclusions. Les résultats des tests mènent à des conclusions auxquelles nous pouvions éventuellement nous attendre. Étant donné la période d'analyse couverte 1996-2005 et l'absence de précision en réglementation, BAL 2 n'étant entré en vigueur qu'entre 2006 et 2008, les techniques de modélisation de l'avare sont restées dans l'ensemble simples. Par ailleurs, comme le révèlent les auteurs, les résultats des VAR sont relativement prudents. Cette marge de prudence pourrait témoigner d'une reconnaissance par les banques du faible niveau de prédiction de leurs modèles. Les méthodes utilisées pour le backtesting nous semblent adéquates, à savoir comparer les VAR des banques à des VAR modélisés sous des modèles Gash. Bien que le benchmark ne travaille pas avec exactement les mêmes données, les auteurs n'ont pas toute l'information comme la banque. Il nous semble que c'est une méthode qui permet d'approximer le mieux le benchmark. Enfin, il serait intéressant d'aller plus loin dans l'analyse du lien entre transparence, qualité et performance de la banque et d'identifier toute forme de corrélation entre ces facteurs qui induiraient une plus grande défaillance des banques en période de crise. Ces résultats seraient certainement bien utiles aux régulateurs dans leur supervision du secteur bancaire. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne journée.